Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer tout doucement parce que nous sommes un petit peu en retard sur notre programme. Donc moi je m'appelle Leïla Azouzi, je suis l'une des cofondatrices du CCIB. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence à ce book club organisé par le collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique, soit le CIIB. Oui, on a un nouveau nom pour notre association depuis ce mardi 21 septembre à l'occasion de l'European Action Day Against Islamophobia qui a été initié en 2014 par le Conseil de l'Europe. Donc à cette occasion, plusieurs événements publics et privés en distanciel et également en présentiel se sont déroulés aux quatre coins de l'Europe et se dérouleront encore durant toute la semaine. Donc, dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie et pour l'inclusion, nous souhaitons être actifs dans l'organisation de formations, de conférences, de colloques, de campagnes d'information, de manifestations et tout autre événement qui contribue à sensibiliser nos concitoyens à cette forme spécifique de racisme et aux différentes manières de les combattre. Donc, durant cette semaine du 21 septembre, le CIIB, désolé, j'ai pas encore l'habitude avec notre nouveau nom, organise, outre une conférence de presse qui a eu lieu hier, il prendra la parole au sein d'institutions européennes ainsi que dans d'autres événements tels que le Book Club ce soir, mais également lors de notre gala demain à Madoune. Donc ce Book Club, en fait, il s'inscrit dans le projet du CCIB qui s'intitule « En marche pour une société inclusive, Gendered Islamophobia », qui est soutenu par Equal Brussels et qui met en œuvre la politique de la secrétaire d'État chargée de l'égalité des chances pour la région de Bruxelles-Capitale. Plusieurs événements ont déjà eu lieu dans le cadre de ce projet, comme par exemple le 8 mars dernier, lors de la Journée des droits des femmes, ou encore le 21 mars, lors de la manifestation nationale contre le racisme. Alors, l'islamophobie aujourd'hui, quelle lutte et comment faire ensemble? Avec qui? Donc, avec un discours qui est parfois difficile à gérer sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce projet a vraiment pour objectif d'inviter tout un chacun à être solidaire dans cette lutte, une opportunité de présenter, pour nous en tout cas le CCIB, nos actions pour une société plus juste et inclusive. Alors, le hasard du calendrier a fait que le 6 juin dernier, nous avons participé en ligne, malheureusement, Covid oblige, au lancement de l'ouvrage « Genre et islamophobie, discrimination, préjugés et représentation en Europe ». Un ouvrage collectif de plusieurs auteurs français, suisses et belges. Et nous avons été tellement enthousiasmés que nous avons voulu partager avec vous cet enthousiasme dans un contexte belge sous format du book club de ce soir, avec entre autres deux des co-auteurs de cet ouvrage qui nous feront le plaisir de le présenter ce soir. Donc la soirée se passera en deux temps. Un premier panel qui réunira d'abord Malika Hamidi, que j'ai perdue dans la salle, par là, auteure, conférencière et docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Hanan Karimi, qui est docteur en sociologie, militante, féministe française, maîtresse de conférences en sociologie de l'islam à l'Université de Strasbourg, et Nouria Wali, conférencière, docteur en sociologie, chargée de cours à la faculté de philosophie et sciences sociales de l'Université libre de Bruxelles. La modération sera assurée par Khadija Senhaji, qui a un master en sciences sociales et qui est anthropologue et experte en politique publique de l'emploi. Le second panel, quant à lui, réunira Souad Filla, qui est auteure et militante féministe belge, et Zina Hamzaoui, sage-femme et sexologue, qui vous sera présentée par mes souhaits. Et ensuite, on terminera la soirée autour d'un verre de l'amitié et de séances de dédicaces de livres que vous pourrez vous fournir directement auprès de nos auteurs à leurs tables respectives que vous voyez autour de moi. Donc, j'invite sans plus tarder Khadija Senhaji ainsi que ses invités à venir prendre place sur l'estrade pour ce premier panel. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci au CCIB, donc plutôt le CIIB,
IB pour cette invitation à modérer ce panel. Donc j'ai l'honneur de mener cette discussion avec 3 brillantes femmes intellectuelles, sociologues, que je ne vais plus présenter du coup, puisque Leïla l'a déjà fait. Et donc leurs travaux respectifs vont nous permettre de mener une discussion pendant environ 1 heure autour de la question de l'islamophobie et de ses effets spécifiques sur les femmes musulmanes. Donc sur les derniers travaux, peut-être juste un mot d'introduction, mais je vous demanderai de les exposer de manière un petit peu plus étoffée. Tout d'abord, l'ouvrage de Malika Hamidi, Un féminisme musulman et pourquoi pas, donc qui a été réédité en 2020. Les contributions de Nouria Wali et de Hanan Karimi à l'ouvrage collectif Genre et islamophobie, discrimination, préjugés et représentation en Europe. Alors Malika, dans ton ouvrage, tu t'intéresses aux fondements théoriques et historiques d'un féminisme que tu appelles un féminisme musulman, en t'appuyant donc sur les sources scripturaires de l'islam, à savoir le Coran, la Sunna, mais également sur l'actualité politique. Tu t'attaches à montrer comment des femmes musulmanes s'engagent dans la vie politique, religieuse, culturelle, à partir de leurs référents religieux, pour faire évoluer les mentalités dans une optique d'émancipation. Nouria Wali, donc dans ton article « Racialisation de l'islam et représentation sociale des musulmans et musulmanes et musulmans de Belgique, actualisation des figures genrées des années 1980 », tu dresses une perspective historique de la manière dont s'est produite la construction sociale de la figure en fait menaçante des musulmans, et donc la construction sociale en fait de l'islamophobie de manière plus générale, avec des spécificités genrées notables que tu explicites donc dans cet article et sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Hanan Karimi, toujours dans le même ouvrage, et dans cet article, donc, Voile et travail en France, l'entrepreneuriat féminin en réponse à l'islamophobie, tu analyses l'émergence de réseaux de femmes musulmanes entrepreneuses en France en réponse à l'exigence de ce qu'on appelle la neutralité, l'exigence de neutralité de la visibilité religieuse et plus spécifiquement du port du foulard, en tout cas des signes visibles de l'islam dans les secteurs à la fois public et privé, puisque tu montres qu'il y a une extension de cette exigence sur le marché de l'emploi. Et tu fondes ton analyse sur un travail de terrain en cours desquels tu as observé 2 réseaux de femmes en région parisienne. Alors tout d'abord, pour lancer la discussion, j'aimerais vous demander à chacune, en 5 minutes, de présenter peut-être l'hypothèse centrale qui structure donc l'ouvrage en ce qui concerne Malika Hamidi et l'article en ce qui te concerne toi, Nouria et Hanan. Donc je vais peut-être passer d'abord la parole à Nouria, puisque tu es dans une perspective historique plus vaste, et ça permettra du coup d'initier un peu la discussion. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation à venir présenter nos travaux sur ces questions, qui sont des questions très sensibles et où on a très peu l'occasion véritablement d'en discuter de manière sereine, en tout cas. Donc voilà, ce que j'ai essayé de faire dans cet article, c'est d'expliquer que l'islamophobie est un très très long processus. D'abord, c'est une forme de racisme contemporain et qui prend ses racines déjà dans les fin des années 70 et qui va se construire de manière progressive en constituant, si vous voulez, le message d'une menace qui va être incarnée par les musulmans, et en particulier les musulmans masculins. Et à l'inverse, ou en face, ce qui va être construit, c'est la figure de la victime féminine, la femme qui est donc victime de ces musulmans menaçants pour la société et pour leurs propres femmes.
Donc j'essaie un peu de déconstruire tout ça par rapport à des événements historiques tout à fait précis, et en particulier, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, de la fameuse manifestation qui avait eu lieu en 1985 contre l'agression de la Libye par les États-Unis. Et il y avait eu, si vous voulez, un reportage à la télévision belge, à la RTB, qui en fait avait mis l'accent sur un groupe qui présentait le portrait de Khomeini. Mais le reste de la manifestation, si vous voulez, dénonçait l'agression, dénonçait le fait politique que cette agression, que cette attaque avait fait face à un État souverain. Et les médias ont commencé, si vous voulez, à rendre compte, à partir de... On est dans le contexte aussi de la révolution iranienne, quelques années après la révolution iranienne de 1979, et on va faire feu de tout bois à partir de ce moment-là. Tout ce qui va concerner les musulmans va être mis en épingle et à chaque fois servir, si vous voulez, le dessein de nourrir cette idée de dangerosité pour la société. Et donc, du coup, ce qui va suivre avec ce discours, c'est le fait que ces populations ne sont pas intégrables dans la société, elles sont source de problèmes, de difficultés, etc. etc. Voilà, et donc, ce que je dis aussi dans l'article, c'est que ce qui a changé aussi, si vous voulez, sur le plan historique, c'est qu'avant, on avait affaire à en tout cas pour ce qui concerne les Maghrébins et les Turcs, à des ouvriers, à des travailleurs. On était dans un contexte de travail, dans un contexte industriel où la migration avait été recherchée dans les pays d'origine pour travailler dans ces industries et dans ces secteurs différents. Et, si vous voulez, la désindustrialisation qu'a connue la Belgique à partir de la crise de 1974 va diluer cette image de l'ouvrier, cette image du travailleur. Et ce qui va ressurgir dans les années 80, c'est justement la dimension culturelle et ensuite religieuse. Et donc, si vous voulez, les figures qui opposaient, les figures masculines et féminines qui étaient opposées à l'époque, et notamment dans les années 80 par rapport aux jeunes, dans les années 80, les jeunes maghrébins, les garçons étaient considérés comme des délinquants, comme en échec scolaire, etc. Donc c'était des figures négatives. Et les filles étaient plutôt, pour le coup, plutôt valorisées, plutôt considérées comme en meilleure réussite scolaire, etc. Et les années 90, avec les affaires du foulard, va remettre au goût du jour, au fond, cette opposition, mais rendre plus négative la figure féminine, les figures féminines, parce que les filles voilées ne sont pas soumises, elles revendiquent leur identité, etc. Donc on est dans un contexte qui réutilise en quelque sorte, si vous voulez, un processus d'opposition, mais qui va dans le même sens, qui va victimiser les femmes et rendre les figures masculines dangereuses. Et simplement, à l'époque, c'était plutôt la délinquance, c'était la scolarité, etc. Et dans les années plutôt 90 ou 2000, c'est la religion qui va servir, si vous voulez, de vecteur à ce renforcement de cette image de ces jeunes populations. Voilà. Merci beaucoup, Nouria. Donc, on voit bien à travers ce premier exposé, donc comment la question raciale en fait a subi des mutations. D'abord d'un point de vue, elle est partie en fait d'une dimension plutôt sociale vers une dimension plutôt culturelle et civilisationnelle, s'agissant des musulmans, avec des effets genrés sur lesquels on va encore avoir l'occasion de revenir. Je vais procéder dans l'ordre du coup. Pour Hanan, donc la même chose, si tu peux nous exposer en 5 minutes la trame de fond de ton article et qu'est-ce qu'il pose comme hypothèse. Merci au CIIB
pour l'invitation et ce book club. Donc déjà, je vais réinscrire cet article dans l'ouvrage, comme ça vous avez aussi une idée de quoi parle cet ouvrage. Donc il y a 3 parties dans l'ouvrage. Il y a une première partie qui permet d'analyser les processus et les discours, en fait, tout simplement, par lesquels, principalement, le principe d'égalité homme-femme, le principe d'égalité des sexes, est mobilisé contre l'islam. Dans un deuxième temps, on montre comment cette instrumentalisation se diffuse et partagée dans différents espaces sociaux, et notamment dans mon article, je montre comment ça s'applique dans le marché de l'emploi, du travail privé, pas public, parce qu'on a une spécificité française qui est qu'il y a un devoir de neutralité philosophique, politique et religieuse pour les fonctionnaires publics. Voilà. Et par contre, ce n'était pas le cas pour le privé, et c'est la 3e partie de l'ouvrage où on décrit et on analyse les processus qui sont mis en place justement d'extension de ce devoir de neutralité, mais avant d'être un devoir de neutralité, c'est de l'islamophobie, parce que justement, ce n'était pas légal. Et notamment dans cet article que je publie, que j'ai écrit bien avant la loi travail. La loi travail, c'est la loi El Khomri de 2016. En vérité, on l'appelle la loi El Khomri, mais c'est Macron qui l'avait travaillée, mais c'est elle qui a porté le fardeau de cette loi. Et en 2016, ça devient légal d'inscrire dans le règlement intérieur des entreprises privées un devoir de neutralité religieuse. Bon. Qui est plus ou moins confirmé après au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, dans les cas que vous connaissez, un cas belge, Ashbita, à chaque fois je me trompe, voilà, Ashbita, et puis pour un autre cas, mais voilà, en disant, il y a des conditions dans lesquelles effectivement l'employeur peut interdire le port du hijab. On va parler du port du hijab parce qu'en vérité c'est ça le problème. Sauf qu'au moment où moi je commence ma thèse en 2013, on a déjà une décennie, en tout cas depuis même avant, si on remonte au déclencheur, la loi, les affaires du foulard de Creil en 1989, on a quelque chose de très diffus dans ce discours qui consiste à dire c'est la laïcité. Et donc, en fait, et ça, c'était le travail d'une autre collègue sociologue, Fatiha Ajbli, qui montrait que, par exemple, dans la métropole lilloise, les femmes elles caractérisaient leur parcours professionnel après ou pendant l'université ou après le diplôme, pour dire comment elles anticipaient, parce qu'en fait, il y a de ça dans l'islamophobie, c'est que les femmes qui portent le hijab sont à la fois dans l'autocensure, mais surtout dans une perpétuelle anticipation de ce qui va advenir quand elles vont quitter l'université, quand elles vont être diplômées, etc. Et en fait, il y a un deuxième temps qui arrive après ce premier temps, qui est par exemple l'allongement des études, le déclassement professionnel, c'est-à-dire que les femmes ont un bac plus 5, par exemple, elles vont accepter des boulots de téléconseillère parce que c'est un travail invisible. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de professions dans lesquelles on accepte les femmes qui portent le hijab, notamment dans tous les bureaux, on connaît, enfin en France c'est pareil, là ça ne pose pas de problème quand il s'agit de faire le ménage. Ou en tout cas tout ce travail très précaire et invisible. Et en fait il y a un deuxième temps qui arrive, et c'est ce que je renseigne dans cet article, c'est un moment d'organisation entre femmes, de solidarité féminine, où certaines ont des ressources pour être entrepreneuses, d'autres non, et où elles se mettent en réseau de coworking et de networking pour construire leur propre boîte, et donc échapper à l'islamophobie. Parce que parmi les femmes que j'ai rencontrées, il y en a qui ont un travail. Hein. Il y en a qui sont ingénieurs automobiles, par exemple, mais qui ne supportent plus le fait de devoir se dévoiler au travail. Et donc, elles préparent la sortie du monde du salariat, en fait, pour devenir auto-entrepreneuses. Voilà à peu près ce que je dis dans mon article.
Merci beaucoup, Hanan. Malika, si tu peux nous exposer, enfin, c'est un ouvrage, donc c'est un peu plus large qu'un article, mais donc en 5 minutes, nous exposer aussi l'hypothèse que tu poses, l'hypothèse principale dans cet ouvrage. Oui, merci beaucoup. Merci aussi IIB, il va falloir s'y faire. Merci Radija, je suis ravie, honorée d'être avec Hanan ce soir, Nouria, vraiment, et Swad et Zina, qui, voilà. Et puis je suis aussi ravie je disais tout à l'heure sur Instagram, enfin des conférences en présentiel. Moi, je ne sais pas vous, parmi vous, mais moi, l'ordinateur, j'en pouvais plus. Et je suis ravie ce soir de rencontrer des gens que j'ai connus sur Instagram. Donc ce soir, merci Moustapha, parce que c'est de belles rencontres aussi ce soir. Voilà, mais je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc moi, mon ouvrage, effectivement, il est issu de la première partie d'une recherche doctorale qui avait débuté dans les années véritablement 2008-2009. Et donc, nous étions en France dans les débats nauséabonds autour de, évidemment encore, le sempiternel débat autour du foulard. Donc moi, je m'intéressais un petit peu à la question des féminismes musulmans parce que je voyais effectivement cette irruption soudaine qui dérangeait, qui inquiétait, qui menaçait même l'espace public, qui menaçait certains réseaux féministes dits mainstream, une certaine classe politique et intellectuelle en France. Donc cette musulmane hybride qui définissait d'une manière inédite cette identité de femme à la fois féministe et musulmane, donc un discours qui combinait la religiosité au féminisme. Donc moi, je suis longtemps intervenue en tant que militante, et c'est suite à un colloque à l'UNESCO en 2000, je ne sais plus en quelle année. Le débat était modéré par Alain Grèche à l'époque, et je me souviens qu'il m'avait dit il faudrait faire un travail scientifique sur la question. Et donc c'est comme ça que j'arrive sur ce sujet en thèse, encouragée de figures aussi spécialistes de la question comme Amina Wadoud, Margot Badran, qui disent effectivement en langue française, étant donné qu'il y a toute une littérature en langue anglaise sur la question, vulgariser et en même temps rendre accessible ce discours en contexte francophone, c'était central. D'autant plus que c'était des débats que nous avions essentiellement dans l'espace francophone. Et donc c'est comme ça que je me lance dans cette thèse et que je m'engage un petit peu dans ces enquêtes de terrain. Et donc j'élabore un petit peu la trame de fond de cette thèse doctorale, dont la première partie a été publiée aux éditions de l'Aube, préfacée par Alain Grèche, avec un titre qui rend hommage à Christine Delphi, qui avait prononcé cette phrase désormais mythique et célèbre: désormais un lien inextricable est à faire entre islam et féminisme, un féminisme musulman, et pourquoi pas. Et donc j'ai souhaité lui rendre hommage à travers le titre de cet ouvrage, donc qui se décline de la manière suivante, à savoir une première partie. Donc d'abord, c'est quoi le féminisme musulman ? Je pense que c'est tellement nécessaire et central de clarifier ce concept, et donc je reviens un petit peu sur l'élaboration de cette pensée d'un nouveau genre, cette pensée, encore une fois, qui questionne, qui rassure, qui dérange, mais qui est là et qui n'a plus rien à prouver. Une génération de femmes féministes et musulmanes engagées qui se mobilisent sur le terrain sociopolitique, au niveau de la réflexion aussi, et qui, avec audace, sans frustration aucune, en tout cas, s'affirme, s'affiche en tant que féministe musulmane. Et donc, il y a deux parties. Je présente l'élaboration donc de cette pensée, et puis je reviens évidemment là où le bas blesse, féminisme et islam, un oxymore, est-ce compatible ou pas ? Soit dit en passant, le débat, on est toujours dans ce débat-là dans le monde francophone, dans le monde universitaire anglo-saxon, ce débat est déjà dépassé, mais bon, en France, on a toujours des années de retard sur ces questions-là. Donc je reviens où je m'appesantis sur la compatibilité entre islam et féminisme, donc je déconstruis tout ça. Et puis ensuite, je présente les actrices de ce mouvement, et je présente la pléthore d'intellectuels féministes musulmanes engagées. Donc aux États-Unis, on les appelle les scholar activists, ce qui est intéressant parce que, mais bon, ça c'est la parenthèse, mais je le dis quand même, c'est vrai qu'dans le monde universitaire francophone, on a l'impression qu'il faut choisir, vous me confirmerez ou pas, donc, j'ai l'impression qu'il faut être soit militante
on est soit une militante, soit une intellectuelle. Voilà, dans le monde anglophone, dans le monde universitaire anglo-saxon, eh bien, on peut être ces scholar activistes, donc des intellectuels engagés. D'ailleurs, ça fait du bien à la pensée féministe musulmane, puisque ces femmes donc, ont développé, ont publié. Récemment, il y a eu l'ouvrage de Mina Wadoud, Le Coran et la femme, qui a été traduit en français, qui est issu de sa thèse doctorale de 1999, qui est traduit 20 ans après, donc ça nous fait du bien, et qui est une partie, qui est sa thèse doctorale en réalité. Donc je reprends toute cette pléthore d'actrices, et puis ensuite je présente aussi un exemple de méthodologie d'approche des textes, parce que c'est bien beau de parler de féminisme musulman, mais après on vient nous demander, mais c'est quoi votre féminisme musulman, comment vous interprétez les textes, et donc je reprends une méthode d'analyse qui est utilisée par Amina Wadoud, qui a été pensée par Naim Jinnah, qui fait la combinaison entre la pensée, la méthodologie de Paul Ricoeur, linguiste français, qui a travaillé sur une herméneutique de la Bible, qui combine à la pensée de Fazlur Rahman, réformiste musulman, donc et il dit, voilà, peut-être que ces deux approches ensemble, ces deux méthodologies nous permettent de développer cette théologie féministe islamique, ce mode, ce cadre d'analyse pour pouvoir proposer une analyse féministe de certains versets. Et puis ensuite, j'y viens très rapidement, donc suite à mes enquêtes de terrain, évidemment, le point nodal, l'élément qui crée la passion dans certains réseaux, c'est évidemment le foulard. Et donc, pour celles qui le portent, pour ces féministes musulmanes qui s'identifient comme féministes musulmanes et qui portent le foulard, on s'appesantit là-dessus et on réalise, elles me disent, voilà, finalement, ce foulard, c'est de l'empowerment, c'est une prise de pouvoir sociopolitique. Donc là, je reprends le concept de Nilüfer Gülé, sociologue turque française. Et donc, toutes ces femmes expliquent qu'en réalité, ce foulard les encourage à s'engager dans la sphère publique, dans la sphère médiatique, dans la sphère sociopolitique, dans la sphère féministe. Elles questionnent la cartographie du mouvement féministe. Elles promeuvent cette solidarité féministe intersectionnelle et elles viennent avec des stratégies d'action pour ensemble lutter contre toutes les formes de domination, qu'elles proviennent des hommes, de l'intracommunautaire comme des institutions. Et ensuite, je termine par justement voir ensemble ce que pourrait être la Muslim Feminism Revolution, la révolution du féminisme musulman, qui est un titre que je mets en miroir avec l'ouvrage d'Elsa Dorlin, qui a écrit le Black Feminism Revolution, la révolution du féminisme noir. Et je mets en miroir rapidement, la suite arrive, mais ce mouvement de femmes pour dire que, afin que cette Muslim Feminism Revolution émerge, il va falloir que les femmes tout ensemble puissent s'unir, puissent trouver des stratégies, s'approprier des concepts pour penser ce féminisme décolonisé et antiraciste en plein cœur de l'Europe francophone. Merci Malika. Ce que l'on peut déjà constater, en fait, comme peut-être fil rouge ou identifier comme fil rouge à travers vos trois interventions, ce sont ces espèces de stratégies en fait discursives, politiques, de disqualification, d'éviction, d'exclusion des femmes. Donc toi, Nouria, tu parlais de la manière dont les femmes étaient victimisées d'une certaine façon, donc on les considérait comme des victimes, donc pas tout à fait en fait des adultes capables de poser des choix rationnels et consentis, qu'elles étaient victimes de leurs homologues masculins et de ce patriarcat intracommunautaire. Hanan, toi tu faisais plutôt écho à l'islamophobie sous-jacente à ce devoir de neutralité, en fait, qui est un principe qui est promu comme étant un principe un peu presque naturel, en fait, d'organisation sociopolitique de la société française, mais aussi belge, puisqu'on a aussi ce principe de neutralité dans la fonction publique belge, alors qu'il y a toute une dimension, effectivement, spécifiquement islamophobe, dès lors qu'il est mobilisé comme un argument d'exclusion à l'attention des femmes, plus spécifiquement des femmes qui portent le foulard sur le marché de l'emploi. Et toi, donc Malika, oui, les stratégies d'éviction des femmes musulmanes, notamment des sphères militantes, des sphères féministes et politiques, enfin, d'organisation politique, dès lors qu'elles ne sont pas reconnues comme étant
des actrices pleinement légitimes dans ce rôle-là. Et donc là, on arrive quelque part au cœur de la question ici qui est posée aujourd'hui, donc de cette islamophobie qu'on appelle genrée de plus en plus, c'est-à-dire de ces effets spécifiques sur les femmes musulmanes. Donc bien évidemment, les hommes sont également victimes et ils sont également les destinataires des stratégies islamophobes. En quoi les femmes sont plus spécifiquement concernées justement par cette islamophobie et quels sont les effets plus spécifiques sur les femmes. Je vais commencer cette fois-ci par Hanan et puis on poursuivra avec Melika et puis Nouria. Alors en fait, d'habitude, dans les formes spécifiques de racisme ou autres, on va dire que la tendance générale, c'est que les femmes subissent, ou en tout cas ont une cape d'invisibilité, et donc elles passent à travers certaines discriminations qui vont être plus répandues. Par exemple, pour les hommes, on pense au contrôle aux faciès, par exemple. D'accord ? Moi, je suis d'origine marocaine, j'ai jamais été contrôlée aux faciès. Un homme mon frère, il est contrôlé, je pense, tous les jours, parce que voilà, il est typé maghrébin. Alors que dans l'islamophobie, alors c'est tout le paradoxe, hein, c'est-à-dire que l'islamophobie, elle est diffusée en victimisant et donc en rendant impotentes, en tout cas les femmes musulmanes sont incapables d'agir, de capacité d'agir, mais en même temps elles payent le prix de ces discours-là. C'est-à-dire parce qu'elles sont victimes ou parce que du coup elles portent un signe qui renvoie à cette affiliation, à cette loyauté, à cette fidélité, elles vont payer. Et donc les chiffres sur l'islamophobie, c'est que par exemple en 2017, les femmes sont à peu près à 70%, mais vous me direz au CCIB si c'est pareil, à peu près à 70% victimes d'actes islamophobes et à 85% d'agressions islamophobes qui demandent plus de 8 jours d'ITT, d'interruption de travail. Le rapport de 2017, par exemple, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France, situait les musulmans et les Roms parmi les populations les plus discriminées en France. Et ça a des conséquences, là on parlait par exemple de mon article sur le marché du travail, ça a des conséquences objectives. Moi je parle de l'entrepreneuriat, mais faut le remettre à sa place, c'est un petit phénomène. Parce que la réalité, c'est qu'une femme qui porte le foulard a 4 fois plus de chances, entre guillemets, pardonnez-moi pour chance, d'être inactive, c'est-à-dire de ne pas aller sur le marché du travail, de ne pas tenter de travailler. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement, notamment dans les chiffres de l'enquête Trajectoire et Origine de l'INED. Et le retrait du marché du travail, des femmes qui portent le foulard concerne à peu près 60% de celles qui le portent. D'accord ? Et donc c'est parmi ces 60% qu'on a un petit nombre qui tentent l'auto-entrepreneuriat. J'ai oublié la question, du coup je suis partie dans mon... Oui, ben alors voilà, c'est ça. Là, les effets spécifiques sont vraiment là, c'est-à-dire ce paradoxe qui consiste à dire il y a un patriarcat islamique spécifique qui touche les femmes musulmanes, et en même temps, c'est elles les principales victimes de cette islamophobie, notamment au travail par exemple, mais on l'a vu à l'université, dans les espaces publics, à l'école, avec les mères accompagnatrices. Voilà, et c'est pour ça que je parle d'extension du devoir de neutralité. Et tout à l'heure, juste pour reprendre, j'ai dit qu'avant, en 2016, avant la loi travail, parce que vraiment, la neutralité philosophique, politique et religieuse, c'est bien avant même l'immigration. D'accord ? C'est la fonction publique, c'est comme ça que ça s'hérite de la séparation des églises et de l'État de 1905. Donc ça, c'est vraiment la spécificité française de comment les représentants de l'État accueillent le public et comment, parce qu'ils n'affichent pas d'appartenance ni religieuse, ni philosophique, ni politique, traitent les individus de manière égale. Sauf que, par exemple, le défenseur des droits a aussi constaté, enfin il a fait des études dans lesquelles il montre que même dans les services publics, les femmes qui portent le foulard sont discriminées.
Enfin, on leur refuse des fois l'accès aux services publics. Et donc ça implique plein de stratégies d'évitement. Et encore un autre paradoxe, là où la logique voudrait, c'est paradoxal, donc on ne va pas chercher de logique, là où la logique voudrait que les femmes aient des tremplins en fait, de la discrimination positive pour sortir de cet enfermement, par exemple, eh bien c'est le contraire qui se passe, c'est qu'elles sont renvoyées de plus en plus à la sphère privée, à la sphère d'entre-soi, parce qu'elles sont exclues de la plupart des espaces. Merci beaucoup. Nouria, tu poursuis du coup sur la même lancée. Oui, peut-être ajouter quelques petites choses, parce qu'elle a dit l'essentiel. C'est qu'au fond, ce sexisme spécifique est véritablement pensé dans le raisonnement du patriarcat. En fait, donc cette idée que les femmes sont victimes, que les femmes sont infantiles, qu'elles doivent être protégées, ça s'inscrit véritablement dans le patriarcat. Il faut protéger les femmes, etc. Et dans ce patriarcat, il y a un enjeu anthropologique, c'est les femmes sont un enjeu entre les hommes. Donc, si vous voulez, les femmes vont être à la fois... c'est un peu complexe, mais ce qu'on reproche d'une certaine façon aux filles voilées, c'est qu'elles sont sorties de l'invisibilité. Dans le système patriarcal, les femmes doivent être au foyer, elles doivent être invisibles, au service de la famille. Ce qui est à l'extérieur, c'est le mari qui travaille, qui ramène le salaire, etc. Les femmes restent plutôt dans l'espace privé, plutôt invisibles. Les jeunes filles, avec leur foulard, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont investir l'espace public, se rendre visibles et montrer, par ailleurs, leur résistance à l'égard des normes qui les infantilisent, qui essaient de les protéger, mais qu'elles refusent catégoriquement au nom de leur identité et au nom de la solidarité avec leurs hommes. Donc ça, c'est révolutionnaire, vous voyez, parce que l'ordre social qui leur est, si vous voulez, suggéré, qui leur est même imposé, elle le refuse. C'est ça le message qu'elle donne. Et donc cette violence, elle va s'abattre sur ces femmes sous des formes extrêmement variées, dont celle du refus d'être employée. Et donc, c'est véritablement au fond, les filles, les femmes ont brisé des tabous, ont brisé des règles propres au patriarcat. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de on pourrait dire ça, de se les approprier en considérant qu'elles ne peuvent pas être autonomes, qu'il faut les patronner, patroniser, comme disent les Anglais, ou les mater, absolument. Et c'est ça qui est conforme. Le rôle, c'est ça. Et comme elles refusent de marcher dans cette logique-là, du coup, c'est une violence qui va s'exprimer à leur égard parce qu'elles brisent tout ça. L'homme a occupé l'espace public. Les jeunes, ils étaient à l'école, ils sont dans la rue, etc. Les filles étaient absentes de l'espace public jusqu'aux années 80 en Belgique, à Bruxelles notamment. Et c'est progressivement par le travail, l'accès au travail, l'accès à la scolarité, etc., et avec une identité affirmée, c'est ça qui est finalement le plus... entre guillemets, insupportable pour l'ordre dominant par rapport à ces jeunes filles. Oui, Malika. Oui, donc moi, en fait, j'explique un petit peu dans un article, d'ailleurs, que j'avais écrit en septembre, ou juin l'année dernière, je ne sais plus. J'ai expliqué qu'en fait, les femmes musulmanes, finalement, on veut les assigner, donc ce que tu avais mis dans ta question, à cette sagesse conventionnelle. Alors, c'est quoi la sagesse conventionnelle? La sagesse conventionnelle, ça fait référence à des idées,
des croyances communément admises par les gens, par des opinions d'experts et qui sont diffusées au sein même des institutions. Et donc, parfois, ça a ses inconvénients, ça peut avoir ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Et là, en l'occurrence, on le voit avec l'affaire, avec les femmes qui portent un foulard, elles sont spécifiquement victimes de discrimination, je ne vais pas revenir dessus, en tout cas d'islamophobie, l'islamophobie genrée, dont il faut rappeler que... Alors, je ne sais pas si c'est Yasmine Zine qui a créé le concept. En tout cas, Yasmine Zine, elle est professeure en sociologie au Canada et elle l'a visibilisé. En tout cas, ce concept d'islamophobie genrée, qui est relativement récent, encore une fois... dans l'espace francophone, il est surtout utilisé dans les milieux militants. On commence un petit peu à le visibiliser dans le monde académique, mais bon, voilà, dans le monde, encore une fois, anglophone, de l'Afrique du Sud au Canada, en passant par le Royaume-Uni, l'islamophobie genrée, on en parle depuis un certain nombre d'années. Mais en tout cas, cette islamophobie genrée met en évidence le fait que les femmes musulmanes sont victimes de discrimination bien spécifiques, de violences à la fois symboliques. Quand des lois sont votées, c'est une violence symbolique. Des violences physiques, quand une femme prend le bus et qu'elle se fait arracher de manière violente son foulard, c'est une violence physique. Des violences extrêmement... lourde qu'il faut dénoncer, et je ne peux pas ce soir, excusez-moi, mais je ne peux pas ne pas faire référence à la violence qu'a subie Ihsan Awash. Je suis désolée d'en parler ce soir, mais on ne peut pas, ici ce soir en Belgique, ne pas dénoncer cette violence dont elle a été victime, la manière dont elle a été lynchée dans les médias, la santé mentale dans laquelle elle a dû se retrouver, je me mets vraiment à sa place parce que ouvrir les journaux le matin et voir son nom comme ça associé à des groupes dits islamistes, parce que là aussi, on va pas refaire le débat, mais en tout cas, ça devient tout et n'importe quoi. On met certains groupes islamistes à toutes les sauces parce que voilà, il faut mettre les gens dans des cadres, c'est plutôt rassurant. En tout cas, ce qu'a vécu Ihsan Awash est une violence absolument pétrifiante. Est-ce qu'on aurait créé un tel tollé si Ihsan Awash ne portait pas le voile? On nous dit qu'elle a été instrumentalisée par les groupes islamistes. Et pourquoi ce ne serait pas le parti politique qui l'aurait instrumentalisée? Excusez-moi, je pose la question, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je tenais à le dire parce que je ne l'ai pas exprimé par écrit, parce qu'à un moment donné, j'étais même en empathie avec Ihsan et je me posais et je me demandais ce qu'elle devait vivre au quotidien avec ses enfants, enfin sa famille, et comment supporter cette violence, voilà, qui est là pour le coup une violence symbolique. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, tout ça pour dire que tous les rapports européens mettent en évidence effectivement que les femmes musulmanes vivent cette violence, cette haine, cette violence, etc. Bon, moi je ne suis pas une spécialiste de l'islamophobie genrée, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les femmes finalement trouvent un job, eh bien, quand elles sont finalement recrutées, elles peuvent vivre le harcèlement, elles peuvent vivre des insultes, on les empêche d'évoluer, parfois elles se font renvoyer. Donc on est encore véritablement dans ces violences, alors que toutes les réglementations juridiques sont censées lutter contre toutes ces formes de discrimination raciale et religieuse. Donc les femmes qui portent le foulard, les femmes musulmanes qui portent le foulard subissent à des niveaux encore plus élevés ces préjudices. Il faut le rappeler, les rapports européens, l'ENAR, CIIB l'a certainement rappelé lundi lors de votre conférence de presse. En tout cas, ce que l'on peut voir, et je terminerai là-dessus, c'est que malheureusement, on est face à une génération de femmes qui sont bardées de diplômes, qui ont des masters, qui ont des doctorats, et qui se retrouvent parfois, par dépit, à faire de l'entrepreneuriat ou de l'auto-entrepreneuriat parce qu'elles n'ont pas le choix. Et tout cela crée malheureusement de l'isolement et de la frustration. Un grand merci Malika. Merci aussi pour ce mot de soutien pour Ihsan Awash. Je pense que c'est effectivement important dans un contexte où on sait que ce genre d'accusation tétanise en fait les communautés. Ça a pour but aussi de tétaniser les communautés musulmanes, les hommes, les femmes musulmans. Et donc il est important
aussi de pouvoir briser cet effet de tétanie et de dénoncer haut et fort ces stratégies de disqualification qui sont en fait des stratégies qui étaient plutôt réservées aux hommes, puisqu'on sait que les hommes, les terroristes, c'est plutôt les hommes musulmans, et que ça finit par rejaillir aussi sur les femmes musulmanes avec ce type d'accusations non fondées de proximité avec des groupes qui seraient supposément dangereux. Si on en revient ici au propos qui est le nôtre, ce que l'on voit donc à travers aussi les différentes interventions, vos différentes interventions, c'est que finalement ce que l'on reproche en fait aux femmes voilées, aux femmes musulmanes, c'est d'une certaine façon leur loyauté communautaire, leur solidarité avec les hommes, mais aussi leur visibilité dans l'espace public, cette audace de se montrer finalement telles qu'elles sont et telles qu'elles souhaitent être dans cet espace public, et donc de briser les tabous propres, comme tu disais, Nouria, au patriarcat. Et donc ça m'amène à questionner aussi les stratégies qui sont mobilisées en fait, les stratégies de résistance qui sont mobilisées et qu'on le retrouve un petit peu chez vous trois, qui sont des stratégies qui touchent en fait à la question du féminisme, des féminismes situés, qu'il s'agisse de féminisme décolonial, de féminisme musulman comme dans le cas de Malika, de féminisme intersectionnel. Et de pouvoir donc questionner en fait ces stratégies dès lors que ce que l'on voit en fait, c'est que cette islamophobie genrée, même si elle produit des effets spécifiques sur les femmes, elle est intimement liée aux effets qu'elle produit sur les hommes, ou en tout cas aux logiques qui conduisent à produire des effets spécifiques sur les hommes, puisque si les femmes sont soumises, c'est bien parce qu'il y a des hommes derrière et un patriarcat derrière qui les soumet. Et donc, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'était est-ce que ces stratégies qui se revendiquent ouvertement féministes, mais d'un féminisme situé, donc pas du féminisme majoritaire blanc, est-ce que ce sont des stratégies qui sont opérationnelles et qui sont efficaces contre l'islamophobie? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'invisibiliser justement les violences islamophobes que les hommes musulmans subissent, en considérant que finalement les mettant sur un pied d'égalité avec les hommes des groupes majoritaires, avec les hommes blancs, de considérer que ce patriarcat serait d'une certaine façon universel, et qu'il serait un patriarcat à combattre dans le cadre de ces stratégies féministes. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes dès lors où on est parti d'une solidarité avec leurs hommes et une question de loyauté communautaire à des stratégies de lutte qui seraient plutôt orientées ou qui pourraient avoir des effets néfastes contre ces mêmes hommes. Et là, je voudrais peut-être donner la parole d'abord à Malika, puisque c'est le sujet principal de ton ouvrage, et on terminera par Hanan et Nouria. Alors, sur la question des stratégies, donc le féminisme musulman est un projet de lutte contre toute forme d'oppression sexuelle, raciale, textuelle. Je dis souvent qu'il faut contextualiser la lutte des féministes musulmanes. La lutte de la féministe musulmane marocaine n'est pas la lutte de la féministe musulmane indonésienne, qui n'est pas la lutte de la féministe musulmane africaine, qui n'est pas la lutte de la féministe musulmane en Europe. En Europe, il y a un contexte qui fait que c'est surtout des luttes sur le terrain sociopolitique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces femmes, le projet féministe musulman est véritablement en train de créer cette révolution à la fois théorique et politique, tout comme le black feminism aux États-Unis a créé cette révolution en matière d'approche, en matière de mobilisation, etc. Et donc, oui, il y a une stratégie qui est de lutter d'abord en intracommunautaire contre les lectures littéralistes, etc., etc. Et puis, dans la société civile, pour toutes les formes de discrimination, à l'accès à l'emploi, aux études, à la santé, etc., etc. Et donc, il a fallu faire tout un travail pour beaucoup de femmes musulmanes, et là je parle à partir de mes enquêtes de terrain, où se réconcilier, se dire féministe et musulmane,
pour certaines, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, je reprends souvent il y a Kamal qui sourit, parce qu'effectivement, même parmi les jeunes femmes que j'ai pu rencontrer il y a 20 ans, on se rend compte que beaucoup, ça fait 20 ans maintenant qu'on en parle, enfin peut-être 15 ans, beaucoup disaient non, mais le féminisme, c'est un projet civilisateur, le féminisme colonial a voulu dévoiler les femmes, etc. Donc souvent, il y avait une mauvaise compréhension de ce concept de féminisme. D'ailleurs, même Amina Wadud a dit, moi, au départ, elle disait, je suis une femme de foi, je suis une femme pro-foi, je ne suis pas féministe musulmane. Et puis à la fin, elle s'est dit, finalement, si ça permet de comprendre le travail, qu'est-ce que c'est qu'être féministe et musulmane ? Eh bien, n'hésitez pas à me labelliser, je suis féministe et musulmane. Cela étant dit, donc il y a cette réappropriation du concept lié au féminisme, du concept féministe. Il y a cette réappropriation des sources scripturaires, du Coran, de la Sunna. Et puis ces derniers temps, ce que l'on peut voir, c'est cette réappropriation des concepts, et notamment du concept d'intersectionnalité, qui est une des stratégies que mobilisent ces dernières années les féministes musulmanes. Et d'ailleurs, je disais encore récemment qu'on est un peu dans ce féminisme musulman 2.0, qui est un féminisme musulman qui est en fait des femmes qui n'ont plus besoin de se définir comme féministes musulmanes, mais elles sont féministes tout court. Et donc, elles se définissent comme féministes antiracistes, féministes intersectionnelles, etc. Et elles mobilisent le concept d'intersectionnalité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il permet d'établir cette grille d'analyse intelligible qui permet d'analyser cette matrice des oppressions. Et d'ailleurs, je reprends un petit peu Raymond Grossfogel, qui est à l'université de Berkeley aux États-Unis. Il disait quelque chose d'intéressant. Il disait finalement, l'intersectionnalité, les féministes islamiques qui se réapproprient l'intersectionnalité, ça permet de s'engager sur différents fronts, à savoir la lutte contre la colonialité hégémonique occidentale, contre le racisme féministe occidentalocentrique. Ça leur permet de lutter contre les États coloniaux, ça leur permet de lutter contre le patriarcat musulman, des savants, des ulémas, de ceux qui auraient une approche culturelle. Ça leur permettrait de lutter contre ce patriarcat musulman porté par ces colonisés, finalement, par ces sujets colonisés, subalternisés, qui reproduisent finalement cette matrice, qui peuvent, attention, je ne dis pas que tous les hommes musulmans sont en train de reproduire ce patriarcat, mais qui peuvent reproduire cette matrice des oppressions en intracommunautaire. Donc il y a une utilisation des concepts... Voilà. Concernant ta question là, sur les hommes musulmans, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que les rapports européens montrent que les femmes musulmanes ne vivent pas l'islamophobie telle que les hommes musulmans, forcément. C'est beaucoup plus violent à l'endroit des femmes. Et je me pose la question, je parle et je réfléchis en même temps, et on en débattra certainement. Je pense que de la même manière qu'en tant que femme musulmane, je réfute et je dénonce l'instrumentalisation de l'image d'un homme musulman qui a une sexualité barbare, agressive. De la même manière que je dénonce l'instrumentalisation du mâle arabe dominant, je dénonce aussi le fait que ce qui peut arriver ces derniers temps, Khadija, c'est que finalement, certaines femmes musulmanes peuvent se sentir sous pression de ne pas dénoncer certaines violences sexuelles que les femmes musulmanes vivent en intracommunautaire. Et donc, on a un espèce de conflit de loyauté qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est difficile, parce que de la même manière qu'en tant que femme musulmane, et là, je m'exprime en tant que Malika, je refuse d'être utilisée pour taper, comment on dit, taper taper quoi, donner des coups de bâton. Donner des coups de bâton sur l'homme musulman en utilisant ma cause, je réfute cela. Aujourd'hui, on doit aussi reconnaître qu'il y a ce patriarcat, ce patriarcat musulman de certains savants, il faut le dire, il faut le reconnaître. On doit être autocritique, c'est ça aussi le projet féministe musulman, c'est de dire qu'il y a des lectures qui sont, au fond, qui n'ont rien à voir avec l'essence même de l'islam. Et en matière de sexualité, de toute façon, Zina nous en parlera, Nadia El Bouga le fait aussi de manière extrêmement éloquente. Je crois que nous avons tous les outils, à la fois spirituels, conceptuels, théoriques, politiques,
pour dire que dans l'islam, en tout cas de la même manière qu'on peut avoir une lecture littérale de la laïcité du féminisme, on peut avoir une lecture littérale de l'islam, eh bien, donc, ayons une interprétation ouverte de l'islam, et je crois que tout le monde y trouvera son compte. Voilà, j'ai un peu improvisé sur la deuxième partie. Bon, je te laisse continuer l'improvisation. Non, t'improvises pas. Pardon. C'est une question difficile. C'est une question qui, moi, ça réveille plein de choses. Donc, je vais reprendre. Déjà, le féminisme, c'est quoi? Alors, si c'est un projet politique de justice sociale, s'il est situé et qu'il a réussi même à être dépassé grâce à l'approche intersectionnelle. En fait, il y a des circulations aussi de savoir militants, et notamment l'intersectionnalité, ça vient pas de nulle part, ça circule dans les espaces à la fois académiques et militants, que ce soit en Amérique latine ou en Amérique. Mais le black feminism, par exemple, les afroféministes ont déjà réfléchi à ces questions. Et elles ont trouvé un point d'équilibre. Parce qu'en fait, et après je vous dirai pourquoi je dis ça, mais il ne s'agit pas de choisir. Parce qu'en fait, on est éternellement sur une ligne de crête où il faut choisir entre la loyauté avec nos hommes, nos frères, nos pères, sauf que c'est nos frères, nos pères, nos fils dans mon cas, et je ne choisis pas en fait. Et mon émancipation ou ma libération. Je ne veux pas choisir, je prends tout. Je prends tout. Et elles disent, Patricia Hilconis par exemple, qui est une universitaire et féministe africaine-américaine, qui dit « Je critique la violence que subissent les hommes, notamment les violences policières. À chaque fois, Black Lives Matter, par exemple, c'est des femmes qui sont aux commandes. Les collectifs en France contre le contrôle aux faciès, c'est des femmes qui sont aux manettes. Les femmes, elles sont là en vrai. Et moi, j'ai envie de poser la question inverse. Ils sont où les hommes musulmans quand les femmes subissent ça? Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé en 2003. En 2003, quand il y a eu les premières manifestations contre le projet de loi sur le hijab, toutes les organisations et les fédérations musulmanes étaient dans la rue. Pas pour la liberté, comme c'est devenu un discours après, le droit, la liberté à disposer de son corps, ça c'est le discours féministe. C'était le droit religieux, c'est un signe d'appartenance, etc., etc. Ils étaient tous dans la rue. Le jour où Nicolas Sarkozy est venu et leur a proposé d'institutionnaliser le culte musulman, les frères, ils ont déserté la rue. Et pourquoi? Parce que là, d'un coup, on leur proposait un petit espace de pouvoir qui n'en est finalement pas un grand, pas du tout même, et ils n'étaient plus là. Deuxième chose, quand les femmes se sont retrouvées exclues du marché de l'emploi ou exclues de leur cursus universitaire ou scolaire, au début, il y a eu des petits bricolages pour pallier à ces exclusions. Il n'y a pas eu d'organisation, de véritable organisation pour pallier ce manquement. Peut-être plus chez la communauté turque, très clairement, où ils se sont organisés, où ils ont une plus grande connaissance, aussi une plus grande pratique de l'entrepreneuriat, etc., et des réseaux de solidarité. Et les femmes qui ont subi l'islamophobie institutionnelle se sont retrouvées en fait exploitées dans des associations religieuses, dans des mosquées, à faire des boulots où elles n'étaient pas couvertes, où elles n'avaient pas de contrat, où elles étaient sous-payées, surexploitées. Donc moi j'ai envie de poser la question inverse en fait. Parce que nous femmes, et là je parle en tant que féministe, à tout le temps devoir rendre des comptes à nos frères, alors qu'en fait on est là, nos vies elles leur sont dédiées en fait. Mais on n'a pas à choisir entre nous et eux. On prend tout. En vrai on prend tout. Et l'investissement féministe, ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il faut un investissement féministe parce que ça joue sur le discursif. Ça joue sur les discours, pardon. Ça joue sur les discours. C'est-à-dire que là où on a dit égalité des femmes, quand les femmes prennent la parole en tant que féministes, musulmanes, même plus, c'est dépassé maintenant, intersectionnelles, parce qu'elles ont compris que l'islam est racialisé et que sous couvert d'émancipation, on exclut des femmes musulmanes, on a gagné un petit chemin. Parce qu'il nous faut des alliés. On n'arrivera pas à transformer la donne si on reste dans notre coin à faire du féminisme musulman et de l'exégèse. On n'y arrivera pas, ça c'est pour nous. Ça c'est pour mieux vivre notre foi.
Mais au niveau institutionnel, au niveau politique, c'est nécessaire. Mais des activités, des organisations comme celle du CCIB ou anciennement le CCIF en France ou d'autres sont nécessaires aussi. C'est-à-dire qu'il faut être aussi sur plusieurs espaces. Voilà pour ma réponse enflammée. Merci. Nouria ? Oui, c'est effectivement une question difficile, mais il faut peut-être revenir d'abord à cette idée qui oppose le bon et le mauvais féminisme. Parce que c'est sur cette piste-là que finalement les femmes et les femmes musulmanes sont embarquées et elles sont piégées. Donc, ce que les féministes noires ont justement pensé bien avant les féministes européennes, c'est que le féminisme, il est d'abord tiré de son expérience et que toute expérience est légitime pour pouvoir exprimer des revendications, pour pouvoir faire remonter des besoins, des réalités de vie. Or, c'est quelque chose que le féminisme dominant ne permet pas. Le féminisme dominant, qu'est-ce qu'il dit ? Le bon féminisme, c'est nous. Votre féminisme à vous, il n'est pas terrible, voire il est faux, il n'est pas légitime. C'est pas comme ça qu'on fait, donc on est vraiment dans le paternalisme là. On ne sort pas de la logique de domination et de la logique paternaliste. Donc, je pense qu'il faut éviter ce piège, et je pense qu'il y a justement toute une série d'associations qui se sont dit, nous, on va partir de ce qui nous importe. Notre identité nous importe, notre foi nous importe, les inégalités sociales nous importent. Je rappelle, par exemple, que dans les années 80, la première association qui s'appelle La Voix des femmes, avait posé les questions des inégalités sociales, des inégalités hommes-femmes. Elle portait la critique à l'égard du patriarcat. Et donc, ce que dit ce féminisme dominant, c'est qu'elle préjuge du fait que les femmes musulmanes ne sont pas capables de critiquer leur vie, leur situation. Donc, tout ça, c'est logique, ça s'inscrit dans cette logique de domination. On l'infantilise, on considère qu'elles ne sont pas capables de penser, elles ne sont que soumises, etc. Et la seule voie possible, c'est la voie que nous, féministes européennes, nous avons définie comme mode, comme stratégie de libération. Or, la meilleure stratégie de libération, c'est véritablement de permettre aux femmes de faire des choix de ce qu'elles ont envie si elles ont envie de faire de la cuisine, si elles ont envie de se retrouver par solidarité avec d'autres femmes, parce qu'elles sont seules. Tu parlais de la solitude d'un certain nombre de femmes, c'est de choisir ce qu'elles ont envie de faire. Donc, c'est de reconnaître cette intelligence, c'est de reconnaître cette capacité à agir, à réfléchir. Je me rappelle toujours d'une travailleuse sociale qui s'occupait de femmes qu'on appelait la première génération, qu'on appelle encore d'ailleurs de première génération, qui suivaient des cours d'alphabétisation. Et ces femmes ne pouvaient pas porter le foulard, et puis elles ne pouvaient pas parler en arabe, etc. Mais en réalité, en s'exprimant en arabe, elles se défoulaient et elles exprimaient, si vous voulez, le maternalisme, je devrais dire, de cette travailleuse sociale qui essayait de leur inculquer des modes d'être, alors qu'elle, elle voulait rigoler, elle voulait faire des tas d'autres choses, elle voulait parler du pays. Et c'est ça, c'est à partir de là qu'il faut partir. Il faut partir de ces éléments-là, de ce qu'elles ont envie de faire, de ce qui les motive. Et à partir de là, voilà, on monte vers des choses qui vont précisément les aider à s'autonomiser. Or, on ne fait pas ça. On ne les reconnaît pas comme personnes. On ne les reconnaît pas comme personnes capables d'intelligence, capables de penser. Donc, on est tout le temps en train de les materner, de leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc, toute stratégie qui est définie de manière autonome, pour moi, c'est ce qui va créer le chemin vers cette autonomie. Et le pire risque,
c'est de tomber tout le temps dans la justification, dans cette injonction de loyauté, dans ces réponses à la stigmatisation. Ça fait perdre de l'énergie. Il ne faut pas passer son temps à ça. Il faut passer son temps à ce qui nous intéresse, à ce qui nous libère, à ce qui va nous permettre d'avancer dans la société. Si on doit toujours s'expliquer, se justifier, qu'on est bien des féministes, etc., c'est très subjectif au fond le féminisme. Hein, et toutes les féministes, si on prend les Belges ne pensent pas toutes la même chose. Hein, pourquoi est-ce que nous, ou que les femmes musulmanes devraient toutes penser la même chose? Donc c'est contre ça aussi qu'il faut aller et exprimer de cette façon son autonomie et sa capacité critique à l'égard de ces normes dominantes qu'on cherche tout le temps à imposer aux femmes. Un tout grand merci à vous trois. On arrive au bout déjà de cette heure de discussion. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choses, il y aura énormément de choses encore à dire, mais on aura l'occasion de poursuivre la discussion autour d'un verre par la suite. Et donc, je vais passer sans plus tarder la parole à Leïla qui va présenter le deuxième panel de la soirée. Et je vous remercie encore vraiment toutes les trois. Merci. Passons sans plus tarder au deuxième panel de ce soir, qui sera plus court forcément, puisqu'on a 2 intervenantes au lieu de 3. Donc d'abord la première intervenante, Souad Fileh, que je vais présenter très brièvement. Donc elle est poétesse, romancière et plus particulièrement autrice des livres. D'abord aux éditions Antidote, je pense, tous les 2, Salé et l'eau de la mer, et du second livre, Du soleil d'Orient à l'encre de l'espoir. Je lui laisserai la lourde tâche de vous expliquer le jeu de mots derrière. Alors, Souad est coach analytique de formation. Elle se définit comme thérapeute, donc, mais elle est aussi militante dans le secteur socioculturel. La deuxième intervenante de ce panel n'est nulle autre que Zina Hamzaoui, sage-femme et sexologue de formation. C'est ton bébé qu'on entend? Ah, ça va. C'est bien, les papas, ils font ça bien, donc c'est bien. Donc, Zina reçoit ses patients à Bruxelles dans son cabinet qui s'appelle Connaissance. Et en plus de consulter en cabinet privé, elle sensibilise le public arabo-musulman en vue de combattre les fausses croyances autour de la sexualité à travers des émissions radio, des articles, des animations, des conférences, mais aussi grâce à son livre qui est paru dernièrement et qui s'intitule « Chut, Choma », qu'elle nous fait l'honneur de nous présenter ce soir et à qui je laisserai également le plaisir d'expliquer le titre. Donc peut-être avant d'en venir directement à votre ouvrage, en lien avec le panel précédent, j'avais une question. Est-ce que vous avez dû faire face à l'exclusion dans votre parcours? Si oui, est-ce que cela vous a servi de force, de moteur vers l'entrepreneuriat? Parce que comme on l'a dit, vous êtes toutes les 2 indépendantes, thérapeutes. Et est-ce que c'est ce qui vous a servi, est-ce que l'épreuve vous a servi comme stratégie de résistance pour passer du statut de victime dans lequel on veut enfermer la femme musulmane à celui de rôle modèle que vous avez ce soir de par l'inspiration que vous donnez à de nombreuses femmes musulmanes ici en Belgique et ailleurs? Peut-être très brièvement avant de passer à votre livre. Donc, bonsoir, salam alaikum. Alors moi j'ai malheureusement subi de l'exclusion de la part des autres et des nôtres. Donc c'est un peu ce dont je parle dans mon livre aussi, qui sont qui est nous et qui est vous. Donc j'étais un peu dans le moment des bisounours quand j'ai porté mon hijab, j'avais 16 ans. Et c'était une professeure d'éducation civique qui m'a arraché le foulard devant l'école. Donc j'étais en France à cette époque. Donc ça avait un peu mal commencé. Et là j'ai pris, on va dire, de plein fouet cette islamophobie dont j'étais ignorante à l'époque. Et puis ensuite, on va dire, je vais refermer la longue parenthèse de plusieurs années. Quand j'ai décidé de devenir sexologue, il y a des gens de la communauté qui m'ont dit « mais t'es complètement folle,
ça va jamais marcher, c'est haram de parler de sexualité chez nous, tu sais pas où tu mets les pieds, ça va jamais marcher. Et du coup, je pense que plus on ferme les portes au nez, plus ça me donne envie d'avancer. Donc, j'ai vraiment dû me battre en intra et en extra-communautaire. Et ça, c'est important aussi de le rappeler parce que, comme ça a été dit précédemment, c'est-à-dire que déjà, en tant qu'enfant d'immigrés, on doit travailler 2 fois plus, comme on nous répète depuis qu'on est petit. Et qui plus est, en intra et en extra-communautaire, c'est vraiment c'est pénible, c'est fatigant. Et alors, on rajoute à ça le patriarcat qu'on subit au sein même de la communauté, avec toute cette notion de charge mentale en tant que femme, que fille, que sœur, qu'épouse, que mère. Donc je ne vous raconte pas l'état de fatigue dans lequel je pense nous sommes nombreuses à être. D'où le fait d'avoir finalement mis tout ça sur papier et d'avoir eu ce petit premier bébé de l'année, comme je l'ai appelé, mon livre que j'ai intitulé Chut Hashouma. Chut Hashouma, pourquoi ? Parce que donc effectivement, on m'a dit que ça n'allait pas fonctionner, que sexologue, c'était pas fait pour nous, et que chez nous, finalement, on peut pas être et musulman et sexuellement épanoui. Donc j'ai voulu un petit peu prouver que si, c'était tout à fait compatible et qu'il y a tout un bagage au niveau spirituel qui était jusqu'ici inaccessible, malheureusement pour beaucoup, autant chez les femmes que chez les hommes. Et donc j'ai décidé de partager pas mal de témoignages pour illustrer ceci. Et ensuite, pour montrer comment, finalement, même dans le monde médical, parce que je suis aussi sage-femme, donc j'ai l'habitude de rencontrer pas mal de médecins, de sages-femmes et autres, comment on est perçu par ces personnes que je vais appeler les blancs, entre guillemets, on s'entend toutes et tous bien ici, je pense. Comment est-ce qu'on est perçu, comme l'a dit Malika, on va dire en décrivant l'homme arabe comme étant un homme agressif, en manque de sexe, qui ne pense qu'à ça, et les femmes comme étant des femmes soumises qui n'y connaissent strictement rien au niveau de la sexualité. Le comble, ça a été d'ailleurs à une soirée entre médecins, où un collègue m'a demandé si mon mari était d'accord pour que je travaille en tant que sexologue. Donc je me suis dit, ça arrive à un stade où on est toujours infantilisé, on est toujours catalogué comme étant soumise, même quand on fait preuve de formation sérieuse, même dans le monde médical. Vraiment, à la fin, c'est fatigant, et donc j'ai vraiment voulu partager ceci avec le plus grand public possible. Ouais. Tu nous expliqueras plus en détail par la suite ton livre. Souhaid ? Bonsoir à tous, salam alaikum. Alors je suis très heureuse et honorée d'avoir été invitée à participer à ce panel, et je vous remercie donc à tous et les présents aussi. C'est pour rejoindre Malika dans la pensée, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de pouvoir retrouver des gens physiquement et de repartager un moment. Et voilà, donc ça c'est le petit merci. Je vais venir peut-être à répondre à la question qui était est-ce qu'on a subi des discriminations ? Est-ce que vous avez dû faire face à l'exclusion ? Est-ce que ça a été un moteur vers l'entrepreneuriat, vers ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors oui, sans hésiter, parce que déjà dans la profession de coach analytique, un signe démontrant la religion, l'appartenance, vient rejoindre tout à fait ce qui a été décrit lors du premier panel. Donc la neutralité, ça passe pas. Donc il faut trouver d'autres moyens de pouvoir travailler et faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie vraiment de partager avec les personnes qu'on accompagne. Pourquoi ce choix aussi, pour rejoindre d'abord la discrimination dans la même question ou la même réponse, c'est que j'accompagne des personnes qui ont subi énormément. Je ne vais pas parler de peut-être de ma propre expérience directement, mais voilà, par exemple, récemment, j'ai une jeune fille qui travaille dans le monde de la culture, et un homme a fait la file pendant très longtemps pour pouvoir arriver au guichet et lui dire est-ce que c'est une blague, parce qu'elle a son voile. Et comment une jeune fille de 19 ans, 20 ans peut réagir à ça ? Quel bagage ? Et comment faire pour pouvoir les aider du mieux que possible ? Déjà avoir une estime d'eux-mêmes, mais pas seulement que d'eux-mêmes, c'est avec l'autre dans la relation. Donc j'ai beaucoup aimé vos interventions, parce que c'est vraiment décrit dans le temps et la mutation que le racisme
appris. Voilà, je suis de la génération de 1970, donc j'ai connu les années 80, 90, 2000. Donc dans les années 80, c'est vraiment les prisons, la délinquance. Et puis on sent vraiment que ce qui a été posé sur nous, les filles, c'est vous pouvez exister si vous répondez à ce que nous estimons qui est une vraie réponse à l'intégration. Ce que je décris dans mon premier livre, Ça allait de la mer, comme un processus de désintégration plutôt. Donc, je ne peux pas être pour moi, mais je dois être pour vous. Et on peut le vivre au sein de la communauté aussi. Par exemple, une femme qui écrit, voilà, moi aussi j'ai dû batailler un petit peu parce que je viens dévoiler des choses. Et c'est pas facile en intra, donc voilà, en 2 mots. Justement, sans plus tarder, pourriez-vous peut-être commencer par présenter brièvement la trame de fond de votre ouvrage? Je dis brièvement, je veux dire en 5 à 10 minutes par intervenante. Et puis on réagira par rapport à ça, parce que nul autre ne le fera mieux que vous. Okay. Donc voilà. Okay, donc, mon livre que j'ai intitulé Chute à Choma. Donc au début, j'ai eu un petit peu de mal à trouver le titre, et j'ai mis toutes mes idées sur papier. Et je me suis dit à chaque fois, non, mais si je dis ça, ça va être à Choma. Si je dis ça, ça va être à Choma. Si je dis ça, ça va être à Choma. Donc je me suis dit, on va l'appeler Chute à Choma. Et en fait, j'ai vraiment voulu partager quelque chose qui est fort ressorti lors des ateliers que j'anime. Donc j'anime des ateliers pour les jeunes, 15 ans et jusqu'à 19 ans plus ou moins, et les moins jeunes, 50 ans et plus. Et en fait, je me suis dit au début que j'allais voir vraiment une différence entre les plus jeunes et les moins jeunes. Et j'ai remarqué que finalement qu'on retrouvait des choses fortement similaires chez des jeunes filles et jeunes garçons nés ici, qui ont grandi ici. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait de finalement avoir une différence de 30-40 ans et de baigner dans autant de tabous autant de temps après. Et on se rend compte qu'au niveau de la sexualité, il y a un travail qui n'a jamais été fait, c'est de déconstruire toutes les croyances autour de l'intimité, que ce soit vraiment vis-à-vis de l'éducation sexuelle, que ce soit vis-à-vis de l'intimité entre époux, de la sexualité pour les personnes célibataires, que ce soit la sexualité pour les personnes divorcées, etc. Que ce soit les questions par rapport à la maternité aussi. C'était vraiment le but de ce livre, c'était de partager des témoignages et puis d'analyser ensuite en tant que sexologue. Et le parallèle par rapport à ça, c'était par exemple quand un couple vient en consultation et que, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit sur le patriarcat, où l'homme arrive en étant convaincu que c'est la femme qui a un problème, voire que des fois ils disent même la femme est le problème. Et donc, où finalement j'annonce à l'homme que c'est avec lui que je vais travailler et pas avec sa femme. Parce que en intracommunautaire, et ça on va voir que c'est propre à toute communauté confondue, toute origine confondue dans le domaine de la sexualité, les femmes en ont beaucoup bavé, et en bavent encore aujourd'hui, avec une sexualité très centrée sur l'homme, très centrée sur le mâle, très phallocentrée. Et donc venir aujourd'hui en tant que femme, ça dérange, en tant que femme d'origine arabe, ça dérange encore, en tant que femme qui porte un hijab, ça dérange encore plus. Et donc c'est vraiment ce triple travail, j'ai envie de dire, que je dois mener sur le terrain, et où parfois, on va dire, on ne s'attend pas à devoir faire ce travail-là avec des jeunes de ma génération et de la génération suivante. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire vraiment avec toutes les générations confondues, et plus je suis sur le terrain, et plus je me dis, en fait, j'ai l'impression que ça ne va jamais finir. C'est qu'il y a tout un travail qui aurait dû être fait de la part des parents, qui malheureusement n'a pas été fait, et un travail qui aurait dû être fait par l'école, qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, c'est finalement vraiment mon cheval de bataille, c'est de me dire, ok, ça c'est un truc dont j'adore parler, qui m'intrigue beaucoup. Je m'intéresse vraiment à la différence, aux différents comportements chez les hommes et chez les femmes, et je me dis, ça c'est le travail que j'ai envie de mener, c'est quelque chose qui donne du sens à mon quotidien, et surtout je vois les résultats. C'est toujours un vrai plaisir, c'est le petit jeu de mots de la sexologue, de voir que finalement les gens peuvent venir de prime abord en consultation en disant ça c'est quelque chose qui ne va pas du tout m'intéresser, j'ai un grand problème avec ça, je viens malgré moi, c'est mon mari qui me force à venir, vous êtes notre dernier espoir. Et finalement après quelques rendez-vous, les femmes se réapproprient leur corps, les femmes se réapproprient leur sexualité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand une fois, par exemple, j'ai eu une femme qui est, on va dire, belgo-belge, qui est venue en consultation suite à un article qui était paru dans un journal. Et
elle m'a dit, je pensais être plus libre que vous, et vous m'avez montré que finalement j'étais beaucoup plus coincée que vous. Et donc, c'est-à-dire qu'on nous met des étiquettes en intra, encore une fois, et en extra-communautaire. D'où vraiment le but de ce livre. C'est pas juste un simple recueil de témoignages, c'est vraiment l'occasion, c'est un outil pour pouvoir discuter en famille, pour pouvoir discuter en couple, pour pouvoir discuter entre élèves et professeurs. C'est vraiment un outil pour que ce soit un tremplin pour enfin libérer la parole autour de la sexualité. Donc, c'est mon premier livre, j'espère Inch'Allah, qu'il y en aura d'autres. Mais je suis vraiment contente déjà des retours reçus jusqu'ici où des parents me disent je l'ai laissé traîner en fait à la maison et je suis contente que finalement mes enfants aient pu le lire et que ça a débloqué cet achouma qu'il y avait au sein de la maison où vraiment c'est quelque chose qui a rendu pas mal d'entre nous schizophrènes. À la maison on ne parle pas du tout de ça et à l'école on peut en parler, sur internet on en parle, entre copines, entre copains on va en parler et donc finalement ça a fait des adultes qui ne savent pas s'ils sont légitimes ou non de pouvoir prendre du plaisir, de pouvoir en donner. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu finalement développer dans cet ouvrage. Merci beaucoup Zina, on y reviendra un peu plus tard. Souhed, à ton tour, pour le second ouvrage. Donc ce soir, on est là vraiment pour parler du soleil d'Orient à l'encre de l'espoir. Je te laisse. Voilà. Donc, j'ai été super ambitieuse pour ce livre-là, parce que c'est une trilogie, comme je la nomme, je n'ai pas trouvé d'autres termes pour le définir. Mais donc je pars de l'histoire de ma grand-mère paternelle, parce que ce qui était pour moi important, c'était de rendre hommage aux femmes qui sont derrière les hommes, qui ont immigré ou qui ont subi l'exil ou qui ont vécu l'exil. Et ma grand-mère paternelle est partie du Rif vers Tanger avec ses enfants, et elle a perdu mon grand-père paternel, enfin son mari qui est mon grand-père paternel, en chemin. Donc il a été porté disparu. Et j'avais un certain âge quand je l'ai appris. Donc on ne transmettait pas les événements quand ils étaient passés au bout de quelques années. Voilà, mais il y a une énergie autour de toute histoire, et on sait que voilà, un jour ou l'autre, on est en quête de soi. Et j'ai eu envie donc d'en savoir plus par rapport à cette grand-mère que j'ai connue jusqu'à l'âge de 10 ans et qui s'est éteinte pendant que nous étions en Belgique. Et c'était pour moi vraiment très important de venir souligner et rapporter les traces de ces voyages, mais aussi l'histoire de ma propre maman qui est restée sur la terre d'accueil, donc la Belgique, avec mon père pour quelques années, et puis elle s'est retrouvée seule ici, sans la langue, sans la culture, très isolée, sans personne, avec pas mal d'enfants à charge, et qui s'est débrouillée et qui nous a inculqué beaucoup de valeurs, qui nous a donné beaucoup de force. C'est une femme que j'ai toujours vue debout, même si aujourd'hui, voilà, elle souffre de sénilité. Elle a 80 ans, c'est un peu normal. Et puis la troisième partie de ce livre, c'est ma propre part que je livre aussi, mais en tant qu'héritière de l'histoire. Leur histoire qu'elles empruntent, j'en garde, et surtout toute la nostalgie, mais aussi toute la dérision autour des événements, toute la tristesse et toute la force, d'où ce titre, Le Soleil d'Orient, parce que pour moi, ils n'ont jamais cessé, voilà, de garder l'espoir, et il y avait quelque chose qui brillait en elles, et je voulais vraiment le souligner par ce titre, donc Le Soleil d'Orient et l'encre de l'espoir ici, donc sur cette autre rive. Donc ça a été un peu le parcours du combattant pour pouvoir tout relater à la première personne. C'était l'exercice peut-être le plus difficile, parce que rentrer dans l'émotion des autres, même si on a des traces écrites ou voilà, c'était pas simple, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait, parce que voilà, ces trois profils pour lesquels on se bat encore aujourd'hui, il y a un contexte pré-immigration qu'on ne veut pas intégrer dans nos vies, et je trouve ça révoltant, parce qu'il y a
on va dire, plus de 50 ans d'immigration et on ne veut pas comprendre qui nous sommes réellement, sauf au prix que j'ai décrit tout à l'heure, de lâcher une part de notre identité. Et moi, je la refuse. En grandissant, en mûrissant, je refuse de laisser cette part. Et voilà, c'est le but et la quête que j'ai aujourd'hui en partageant aussi ce moment avec vous. Merci beaucoup, Souad, et tu as vraiment raison d'être fière de cet ouvrage qui, moi, m'a vraiment gardé en haleine. Je vais vous faire une confidence, je ne lis jamais les romans. Et quand on s'est dit qu'on allait vous inviter, Zina et toi, en tant que rôle modèle dans ce second panel qui a plutôt pour objectif de présenter des dames qui ont fait face à l'islamophobie et qui en ont fait une force pour pouvoir dépasser le statut de victime, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour lire un roman ? Et quand je l'ai lu, je vous avoue qu'il m'a gardé en haleine, impossible d'arrêter. Et je peux vous dire tous les surnoms que j'ai trouvés à chacune de ces warriors dans cet ouvrage que je vous invite vraiment à lire. Et toutes les références qu'on fait quand on est descendant de l'immigration à nos propres histoires. Et puis après, on doit lire le livre de Zina, Sexologie et Chouma. Et là, on se dit, purée, en fait, je suis le produit... pure de cette pudibonderie excessive qu'elle dénonce dans son bouquin. Et après arrive le challenge de faire les liens entre les deux livres pour ce soir. Et là, on se dit, mais comment on va faire ? Alors au départ, on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien, mais au-delà du fait que vous êtes toutes les deux, bien évidemment, comme je l'ai dit, des rôles modèles pour plusieurs, on se rend compte que votre résilience dans votre parcours personnel, mais aussi de par votre capacité à aider les personnes, votre patientèle, à faire de l'épreuve un tremplin vers un avenir meilleur, il y a énormément de points communs entre vous deux. D'abord, d'un point de vue personnel, vous accompagnez toutes les deux des personnes dans leur développement personnel. Dans le public cible que vous avez, je pense que je ne m'avance pas trop en disant que la majorité de votre public cible, le public avec lequel vous travaillez, est un public arabo-musulman, descendant de l'immigration, avec tout ce que ça implique. Et en ce qui concerne vos ouvrages, les points communs, pour moi, les plus saillants, sont avant tout l'invitation, l'exhortation même que vous faites à vos lecteurs, lectrices, à la connaissance de soi. Que ça soit toi, Zina, par l'invitation à la connaissance de soi via la réappropriation de son corps, la connaissance de ses émotions ou encore l'interrogation des croyances que nous avons toutes et tous, ou encore toi, Souad, qui invite ton auditorat, on va dire tes lecteurs, à une connaissance de soi via son histoire, pour mieux comprendre son présent et ainsi appréhender son avenir et aller de l'avant. Un autre point commun que j'ai vu à travers vos livres, c'est que vous parlez toutes les deux du rôle, ou plutôt du poids de la culture, ou même pour toi, Zina, du culte, dans le choix des actes de nombreux arabo-musulmans et dans le choix de certaines pensées qu'ils ont et ce que ça implique dans leur vie au quotidien. Et enfin, un point sur lequel je vais beaucoup insister ce soir et qui est vraiment très très important dans vos deux livres, c'est l'importance de la transmission. Et ça, on va vraiment y revenir après. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Mais pour vraiment se concentrer sur la question des femmes, qui est vraiment le sujet qui nous occupe particulièrement ce soir, je me rends compte que quand on parle des sociétés arabo-musulmanes, on fait souvent référence, comme on l'a dit ce soir, au patriarcat qui y règne ou encore au sexisme dont sont victimes les femmes musulmanes, comme expliqué dans le panel précédent. On parle dans notre culture, je ne sais pas vous, mais moi, mes grands-mères, mes vieilles tantes et tout m'ont rabâché les oreilles avec l'histoire de mes ascendants qui sont partis à la guerre, alors après l'Indochine, la guerre de France, la totale. Et puis on parle beaucoup du parcours de ces hommes, de tout ce qu'ils ont vécu à travers l'immigration. Or, on parle très très rarement du rôle joué par les femmes dans les luttes aux côtés de ces hommes, de ce qu'il est arrivé de ces femmes lorsque ces hommes sont partis et qu'elles sont restées, comme le dit Souad, sur l'autre rive. Et à la lecture de vos ouvrages, on réalise que les femmes jouent un rôle prépondérant
au sein de la famille qui est vraiment bien loin du cliché de la femme soumise qu'on lui attribue. Ce rôle, elle le joue aussi dans un sujet qui revient beaucoup à nouveau dans vos deux livres, à savoir, comme je viens de le dire précédemment, celui de la transmission transgénérationnelle, peut-être pour en revenir à l'ouvrage de Souad, qu'elle soit d'ordre intime, transmission d'ordre familial, transmission d'habitudes communautaires ou encore culturelles. Donc, pourriez-vous me dire ce que vous pensez? Comment vous parlez, entre guillemets, dans vos livres, plus particulièrement, du rôle joué par ces matriarches, que ça soit toi, Souad, à travers la force, le courage et l'amour, toujours enrobé de pudeur, que tu as été chercher auprès de tes ascendantes pour nourrir ton combat sur le terrain, ou encore toi, Zina, en ce qui concerne la transmission, en tant que sage-femme, j'ai une question beaucoup plus particulière. Quid de la transmission in utero, je vais y arriver, et quid de la transmission des tabous communautaires que tu dénonces dans ton ouvrage? Est-ce que c'est vraiment réel que ce sont avant tout les femmes qui transmettent tout ça? Donc je ne sais pas laquelle d'entre vous veut commencer. Qu'est-ce que tu penses du rôle joué par les femmes dans la transmission, en fait? Évidemment, au jour d'aujourd'hui, après avoir fait toutes ces recherches, je mets une grande place d'honneur à ces femmes, bien sûr. Ma grand-mère paternelle, quand j'ai découvert toutes les disparitions, toutes les ruptures, tous les combats, toute la misère qu'elle a subie, qu'elle a vécu, je ne peux que comprendre aussi d'où vient mon propre père et qu'est-ce qu'il me transmet. Et qu'est-ce que je peux aussi laisser dans la compréhension, on va dire, pour mes enfants, pour les libérer aussi. Parce que chacun de nous a ses souffrances, mais nous sommes parents. Et quand nous sommes parents, on a envie qu'ils vivent mieux que nous. On a envie de les libérer. En tout cas, voilà, j'imagine que pour la plupart des parents, c'est ce qui se joue. Et donc, en allant chercher les détails de l'histoire de ma grand-mère, j'ai pu comprendre qui étaient mes tantes paternelles, mais aussi mon oncle. Ça m'a donné envie de partager beaucoup plus l'histoire, on va dire, dans son essence, avec la pudeur que j'ai pu y mettre, mais je voulais quand même rapporter le plus fidèlement possible les drames, parce qu'on s'est construit à partir de ces drames aussi, même si on ne le sait pas directement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'énergie pour la souffrance, il y a les non-dits, il y a pour rejoindre un peu le travail de Zina, les croyances, les fausses croyances sur lesquelles on construit. Et un jour, j'ai eu envie de me libérer. Et j'espère qu'en faisant cela, je libère mes propres filles, mon fils. Et voilà, tout à chacun, vraiment, j'espère que le message de ce livre pourra le faire. Ça m'a permis aussi de rencontrer ma mère en tant que femme, parce qu'elle n'est pas que ma mère. Et ça, c'était super important. Et ça ne pouvait se faire qu'au travers de cette quête-là. Un parallèle entre la maman et la femme, mais à la rencontre de la femme. Et j'ai appris énormément et j'ai pu me libérer de beaucoup de choses et me réapproprier, comme je le dis, ma propre existence, mais en convoquant chacun de ces spectres qui me hantaient un petit peu, l'incompréhension, et pour venir rejoindre les travaux des premières intervenantes, tout le racisme, toute la toxicomanie. J'ai écrit dans mon premier livre par rapport aux prisons, par rapport à ce mal-être des hommes, de la famille, mais pas que dans ma famille. Et on portait un double tabou parce que les autorités ou dans la communauté aussi, quand il y avait ce problème d'arrestation, quand on est petit, on ne comprend pas, on est gêné.
on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est tout ce travail-là qui m'a permis de m'en libérer et d'être plutôt fière de la personne que je suis aujourd'hui. Pas seulement pour le travail que je fais, mais d'avoir eu ces parents-là, d'avoir eu cette grand-mère-là, d'avoir eu ce grand-père que je n'ai pas pu connaître, qui a disparu sur le chemin de l'exil. Et donc, c'est en ça que ça me donne de la force et l'envie de continuer et d'accompagner aussi. Merci beaucoup, Sohed. Et quand on lit, on se rend compte, quand tu vas convoquer, on va dire, l'histoire de ces grandes dames, la fibre féministe qu'elles te transmettent et qui font que tu as cette force aujourd'hui. Et justement, c'est ce qui m'a amené à poser la question à Zina. En tant que sage-femme, quid de la transmission in utero? Une question toute bête que je me suis posée, c'est je me suis dit, est-ce que la maman de Sohed, avec les épreuves qu'elle a vécues lorsqu'elle était enceinte, est-ce qu'il est possible, et la façon dont elle les a relevées, est-ce qu'il est possible qu'elle lui a vraiment transmis quelque chose à ce moment-là? Je ne sais pas. Donc, tu peux peut-être nous en dire plus de la transmission in utero. Je pense qu'il y a une transmission plus qu'un petit quelque chose, pour reprendre tes termes. Donc, il y a toute cette notion d'épigénétique qu'on connaît, où l'environnement dans lequel on est, le contexte que l'on vit, etc., va s'imprimer et va modifier notre ADN. Et donc, nous ne sommes pas juste de simples êtres, nous sommes des êtres chargés d'histoire. Et on le voit, par exemple, on va dire le point extrême, ou l'exemple extrême pour illustrer ceci, les cas de déni de grossesse. Où si je me dis, voilà, je viens de signer un nouveau contrat, pour moi il est impossible de tomber enceinte, et je suis de toute façon sous pilule, et donc pour moi c'est impossible et inimaginable de tomber enceinte. Mon corps est programmé pour ne pas montrer tout signe de grossesse. Et donc même si je tombe enceinte, mon bébé va prendre une place, une toute petite place pour se faire inexistant. Je ne vais pas avoir mon utérus qui va gonfler, donc mon ventre ne va pas gonfler. Je ne vais pas avoir de nausées. Je vais avoir même parfois des règles chaque mois pour me faire croire que je ne suis pas enceinte. Donc c'est pour te dire à quel point finalement le cerveau fait ce que les émotions lui demandent. Par rapport à cette question de transmission, on va voir qu'il y a énormément de croyances liées à l'intimité, à la sexualité qui sont transmises de génération en génération. Une célèbre que l'on connaît, c'est « Tu ne dois pas lui montrer que tu as envie, ma fille, laisse-le lui venir vers toi ». Et donc, il y a des femmes qui ont du désir sexuel, qui ne vont jamais oser l'exprimer en couple, parce que leur mère leur avait dit que ça faisait d'elle une mauvaise femme, pour rester polie ce soir. Et donc, il y a ces croyances-là qui sont véhiculées, et qui impactent réellement le quotidien des hommes et des femmes aujourd'hui. Et c'est ce que j'invite à faire en fait dans le livre, c'est de tout simplement prendre une feuille et un stylo et de noter toutes les croyances qu'on a en lien avec la sexualité et de s'interroger. Est-ce que c'est une croyance dans laquelle je me reconnais réellement? Est-ce que c'est une croyance que j'ai envie de garder? Est-ce que c'est une croyance qui est fondée? Et très souvent en cabinet, on me dit oui, mais chez nous, c'est comme ça. Alors je dis chez nous, chez qui? Parce que je suis tunisienne, vous êtes marocaine, par exemple, on n'a pas le même chez nous. Je suis parisienne, vous êtes liégeoise, on n'a pas le même chez nous. Je vais un petit peu titiller comme ça pour pousser les personnes à vraiment réfléchir sur l'origine de ces croyances qui finalement sont juste infondées, qui font réellement souffrir et les femmes et les hommes. Parce que finalement, à éduquer toute une génération de femmes, on va dire, qui se préservent, mais dans l'extrême, au point où elles s'interdisent toute notion de désir, où elles s'interdisent même de regarder leur corps, parce qu'elles doivent être pieuses, elles doivent être croyantes, elles doivent être musulmanes, et finalement une musulmane ne peut pas avoir accès à cette notion d'intimité. Avoir une femme comme ça, c'est un homme qui souffre aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est tout un travail, et pour le plaisir féminin, et pour le plaisir masculin. Et cette transmission, à un moment donné, il va falloir qu'elle cesse d'être aussi négative, tout en gardant tout le positif, parce qu'il y a beaucoup de positif. Bien que, parfois dans le corps médical, on nous renvoie à cette idée que, de toute façon, chez vous, vous êtes toutes comme ça. On prend le cas d'une femme qui va aller consulter, qui est très stressée, qui va voir par exemple, une gynéco de renommée, blanche,
Et cette femme-là, par exemple, elle va peut-être trembler, elle va même pleurer parce que c'est son premier examen gynécologique et qu'elle elle est juste stressée, qu'il n'y a rien de religieux là-dedans. La gynéco va lui renvoyer de toute façon, vous êtes toutes comme ça. C'est normal, hein. On vous a rien appris et c'est pas maintenant que vous vous mariez que ça va bien se passer. Et donc, en tant que femme, quand on sort de ce cabinet et qu'on a payé la consultation et qu'on sort avec ce jugement-là, on se dit effectivement, en fait, je vais jamais pouvoir me lâcher parce que même le médecin me dit que de toute façon, c'est voué à l'échec. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a vraiment un travail en intracommunautaire de déconstruire toute cette transmission de fausses croyances et un travail en extra où on est toujours victimisé et montré comme étant de toute façon voué à vivre une vie sexuellement très pauvre. Et si je peux me permettre, est-ce que c'est vrai que ce sont principalement les femmes qui véhiculent tous ces tabous au sein des familles? Je me souviens d'un passage dans ton bouquin qui m'a interpellée, que lorsque tu décris la cérémonie d'excision psychique. Alors je connaissais l'excision physique, mais l'excision psychique, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'excision psychique, on est très nombreux à malheureusement en souffrir. Toute origine confondue, toute communauté confondue, c'est rien que le fait de ne jamais avoir clairement parlé de sexualité en famille. Enfin, je dis pas forcément autour de la table, on va pas parler forcément de sexualité, mais qu'il y ait eu vraiment un aparté entre un parent et l'enfant pour prendre le temps de discuter de ce sujet qui nous concerne toutes et tous. Le fait de ne pas en avoir parlé, c'est une manière d'avoir parlé de sexualité comme étant inexistante chez nous, comme étant interdite chez nous, comme étant sale chez nous, comme nous ne nous autorisons pas à vraiment y avoir accès. Et donc, c'est cette excision-là dont je parle. C'est-à-dire que, parce que parfois on me dit, oui, de ça on ne parle pas chez nous. Mais le fait de ne pas en parler, c'est une manière d'en parler finalement. Et donc, c'est vraiment tout ce travail-là qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, on a vraiment une génération de parents qui veulent que ça change, mais vu qu'ils ne sont pas outillés, malgré eux, ils retransmettent leur tabou. Cas classique que je donne souvent, c'est un enfant qui va se toucher les parties intimes ou la maman qui est née ici, qui a grandi ici, le premier mot qu'elle va sortir, c'est « hachoma », enlève ta main, c'est sale. Alors qu'au fond, elle se dit « mais non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça ». Mais on est démunis. Et donc, c'est vraiment le but du livre, des ateliers, des rencontres, c'est d'aider les gens à se réapproprier cette sexualité pour eux, en tant qu'adultes, être plus épanouis et pour aider finalement la génération suivante à réellement l'être. D'accord. Merci beaucoup. En fait, je vois que le temps file très très vite. J'avais encore énormément de questions, mais je pense qu'on va les laisser pour la partie. On va se diriger tout doucement vers la conclusion. Et alors, en conclusion, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez 2 idées principales que vous voulez qu'on retienne de votre ouvrage ou 2 conseils basés sur votre ouvrage pour mettre en place des stratégies de lutte contre les épreuves d'exclusion qu'on peut subir tant au niveau intra qu'extra-communautaire? Ça, c'est peut-être pour Souheed. Et pour Zina, quel conseil est-ce que tu pourrais donner pour, d'une part, inciter les gens à perpétuer les bonnes traditions et les bonnes idées qu'on a, parce qu'on n'a pas que des mauvaises quand même, mais aussi pour rompre avec la transmission des blocages, des frustrations, et pour reprendre tes termes, texto page 34, pour plutôt rompre avec cet héritage pudibond créé de mots par manque de mots. Donc, voilà. Alors, j'ai plus que 2 idées, mais je vais quand même essayer de résumer, même s'il y a encore plein de choses à dire. C'est déjà important qu'on puisse prendre cette place-là. Et ce que je vais inviter à faire, l'idée, c'est que chacune d'entre nous puisse prendre sa place, celle qui le met en accord avec ses besoins, sa norme, ses droits, par rapport aux autres, pas pour les autres. Et deuxièmement, c'est d'oser rêver. Et ça, c'est la poétesse en moi. Voilà, j'étais une fille très réservée, très timide. Et je suis contente quand je peux prendre la parole et pas que d'écrire. Et voilà, parce que j'ajouterais juste ça. Beaucoup de jeunes femmes, à cause du voile, vous l'avez souligné tout à l'heure, n'osent pas aller travailler, n'osent même pas entamer des études où il n'y aura pas de débouché. Et moi, j'ai envie de dire qu'on est en train de résister.
j'ai plaqué ma photo sur le livre dans cette dynamique-là. C'est vraiment pour dire, voilà, on est avec un voile, on a un cerveau, on réfléchit, croyez en vos rêves, libérez-vous, mais prenez la place qui est la vôtre et qui est juste pour vous. Voilà. Magnifique stratégie. De Merci à vous. Merci. Sina? Alors pour les petits outils pratico-pratiques, ce serait vraiment de se poser à nu, j'ai envie de dire, et de s'interroger sur ses croyances liées à l'intimité et de pouvoir faire la part, de se dire tiens, est-ce que finalement cette croyance, est-ce qu'elle est vraiment fondée religieusement ou pas, comme je le pensais, ou est-ce qu'elle est juste culturelle, est-ce que j'ai envie de la garder ou pas. Pour ceux qui sont en couple, de faire ce travail-là en couple, et pour ceux qui ont des enfants, se dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre pour un bien-être intime aussi à mes enfants. Je dis dans mon livre que le fait de ne pas parler de sexualité à ses enfants, c'est de la non-assistance à personne en danger. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a Internet, etc. Donc on peut trouver du bon et du très mauvais. Mais aussi, sans forcément aussi tomber dans un autre extrême et de tomber dans l'extrême d'une sexualité qui ne vous parle pas. C'est-à-dire de tomber dans une sexualité faire pour faire, dénuée de sens et qui finalement, au fond, n'est pas alignée avec votre personne. Donc voilà, revenir à l'essentiel, revenir à soi et donner du sens à ce qu'on fait, aussi dans son intimité. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Je vous avoue que je suis très frustrée parce que j'ai l'impression que je n'ai pas assez mis en avant vos ouvrages et pas à la hauteur parce que faute de temps. Mais vraiment, je vous invite vraiment à les lire parce que c'était extrêmement passionnant, en tout cas pour moi, et je suis sûre que ça le sera pour vous aussi. Et je vais peut-être appeler Khadija pour le mot de la fin et puis après demander à toutes les panélistes de monter sur scène si c'est possible. Un grand merci à toi, Leïla. Un grand merci, vraiment, fond du cœur. Le mot de la fin, ça va être difficile. Ça a été tellement riche. Un tout grand merci encore à vous trois, vous deux. Vraiment, c'était riche, dense et frustrant, comme disait Leïla, parce qu'on a eu l'impression d'effleurer finalement les questions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura l'occasion de poursuivre les discussions en informel dans un instant. Alors s'il fallait résumer en quelques mots, puisqu'il n'est pas question ici de refaire les exposés qui ont eu lieu, mais je dirais en fait qu'on a eu pas mal de clés pour comprendre ce que c'est que ce racisme contemporain qu'est l'islamophobie, comment il s'est construit à travers le temps, historiquement, comment il a forgé des figures qui étaient négatives à la fois du côté des hommes, à la fois du côté des femmes, avec des effets symboliques, matériels, extrêmement dommageables, je dirais notamment pour les femmes. Des clés pour comprendre également comment des stratégies de résistance et de solidarité féminine permettent en fait à ces femmes victimes de cette islamophobie de finalement retrouver sens, de retrouver une dignité à partir de leur identité, à partir de leurs référents religieux, de leur foi, de leur histoire aussi. Et on en a eu l'exemple concret ici avec le deuxième panel, dont je retiens, qui pour moi en fait était quasi en fait une illustration finalement des cadres théoriques et des concepts qu'on a développés dans le cadre de ce premier panel, avec ce que tu disais, Souad, donc ce processus de désintégration finalement auquel sont assignés, ou en tout cas desquels on attend en fait les femmes musulmanes, un processus de désintégration par rapport à leur identité, par rapport à leur famille, et que le fait de prendre publiquement comme ça une place par rapport à son activité militante, professionnelle, artistique aussi, à travers l'écriture et la poésie, c'est une façon de résister
à ce processus de désintégration, de s'inscrire dans une transmission intergénérationnelle et de revendiquer cette histoire et cette transmission intergénérationnelle, cette idée de transmission aussi qu'on retrouve du coup au niveau empirique, donc dans la sphère intime, dans la sphère de la sexualité, avec la nécessité de mener de front un travail intra- et extra-communautaire. Voilà en gros ce que je pouvais en dire de manière très synthétique, mais voilà, c'est une tâche difficile de passer derrière vous, donc j'espère ne pas avoir dénaturé vos propos et vos interventions, mais encore un tout grand merci. Vraiment, merci à vous tous.